Je me déleste de mon barda d'homme dénaturé à mesure que disparaît le sillage du canot dans l'eau, et je me renaturalise avec chaque portage franchi me séparant du monde artificiel laissé derrière. J'ai 62 ans. Mon compagnon d'aventure, Yves, en a 69. Nous sommes partis au début de septembre pour un voyage de canot de 3 semaines à Quetico, au pays des esprits de la forêt et des géants, mais aussi au pays des esprits des voyageurs canadiens, français et métis, ainsi que ceux des Nakawik, que nos ancêtres ont nommés sauteux, les sauteurs de rapide. Quetico est un immense territoire naturel où l'impact humain est minimal et qui n'a pas changé depuis qu'il a vu passer les derniers voyageurs il y a 150 ans. Là où l'humain a vécu, la forêt s'est réappropriée sa naturalité. C'est une forêt sans construction d'aucune sorte. Les traces d'humains se limitent à des sites de campement rustiques que l'on remarque que si on sait quoi chercher, des portages millénaires et des peintures rupestres sur certaines falaises rocheuses. C'est ce qui s'approche le plus de la forêt du bouclier canadien originel. Lors de notre voyage, nous avons composé avec la COVID et une blessure musculaire qui nous a ralentis. Mais ces imprévus nous ont libérés des contraintes de kilométrage reliées à l'objectif de départ. Plutôt qu'un voyage par canot, nous avons fait un vagabondage par canot. Marc-André et moi sommes au mi-temps de notre vagabondage. Je nomme bien vagabondage parce que nous avons eu un changement d'horaire. Changement d'horaire qui est vraiment très apprécié. Nous avions prévu faire la grande boucle. Alors, beaucoup de temps a été passé pour déterminer le kilométrage, les portages, les grands lacs, pour terminer ce voyage historique. Cependant, je dirais la maladie, certaines défaillances physiologiques sont venues perturber cet horaire et cet itinéraire. Je ne vous dis pas malheureusement, parce que cela nous a permis, enfin, de prendre ce qu'on appelle un temps long pour demeurer dans la nature, pour s'accompagner et vivre au rythme à la fois de de notre temps à nous pour récupérer. Puis Yves, c'est dur faire du canot? C'est très, très dur. Mais en même temps, nous, on se donne du bon temps parce qu'à nos âges, il faut du temps pour la contemplation, il faut du temps pour la récupération. Alors, on profite de ce moment de temps long pour pouvoir se reposer et récupérer. C'est la belle vie. Ça ressemble à ça. Et s'harmoniser avec, je dirais, des projets qui se sont fabriqués de jour en jour, sur une base assez quotidienne, selon l'état dans lequel nous étions. Mais ce qui nous a permis beaucoup plus de temps à la réflexion, à la contemplation.
une belle prise. Ça, c'est une belle prise. La nature canadienne, je veux dire la nature canadienne, surtout ontarienne, parce que ce qu'on avait de ce groupe-là, hein, c'était des peintres paysagistes, bien c'est ça ici qu'ils ont reproduit. C'est vraiment très très beau, puis je trouve que si on parle du bouclier canadien, on sait ici de quoi on parle. Ici, sur le bouclier canadien, ce qui est remarquable, c'est la trace laissée par le glacier d'il y a 10 000 ans, l'ancienne mer de Champlain. Les traces sont évidentes quand on regarde autour de nous. Énormément de blocs erratiques. Les lacs sont sur des fonds de roches. Les bords de lacs sont rocheux. Alors, c'est vraiment cet environnement-là qui nous permet de comprendre le retrait du glacier. D'énormes stries aussi laissées par le poids du glacier, puis finalement le roulement des roches qui sont visibles. De petites poches de calcaire aussi nous permet de voir le travail de l'érosion lorsque le glacier s'est retiré. Un travail qui laisse ce qu'on appelle de petites cavernes, de petites vasques, donc des petites galeries basses. Dans des petites poches de calcaire, c'est pas énorme parce qu'on est sur la roche la plus dure, hein, quand on parle du bouclier canadien. Alors si tu observes bien, Marc, ici, là, on a un phénomène karstique intéressant. Si on n'avait pas la couverture végétale, la roche, en fait, qui est un calcaire, on verrait toute la zone karstique, donc la zone de pénétration des eaux. Alors, ce qui nous distingue ici, c'est la façon dont on voit comment la texture de la roche a été arrondie. Alors ça a été arrondi parce qu'il y avait de l'eau qui passait ici, donc il y avait un cours d'eau qui passait ici, et qui nous laisse cette petite zone, en fait, comme résurgence. Et là, maintenant, la zone est à sec. Naturellement, la végétation a poussé sur le quartz. Le quartz, en fait, c'est du quartz. Je sais qu'à l'intérieur, puis on les voit déjà des stries. On voit des stries. Je sais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. Ça ici, c'est juste des indices qui nous laissent percevoir ou faire des hypothèses à l'effet que ici, il y a un dôme et on peut trouver une chambre. Alors, je vais juste aller vérifier. Naturellement, c'est toujours, au Québec, entre autres, ça se présente toujours avec des étroitures. On se déplace toujours assez. OK. On voit la roche, on voit de l'ensablement. Alors, la chambre est très, très, très basse. On est dans une zone impénétrable un peu plus en amont.
mais qui laisse aucun doute sur la pénétration des eaux. Et ce qu'on pourrait dire, ça pourrait être une énorme, ce qu'on appelle une vasque. Autre constat, ici, c'est la forêt. Je m'attendais à la forêt laurentienne de Marie-Victorin, mais on est dans la forêt boréale. Ce qui fait que, bon, c'est sûr, c'est des forêts de conifères. Les conifères, ils sont magnifiques. Magnifiques. Je n'ai jamais vu du pin rouge, du pin blanc, aussi gros, aussi énorme. Wow! Oh, quel beau pin! Quel beau pain! Regarde-moi ça. C'est effrayant comme encavure, cette écorce-là. C'est un géant. Ce pain-là est un géant de la forêt ici. Si on remarque la grosseur des écorces, c'est sûr que ce pain-là a vu passer Louis Riel. Les baies aussi, la période, il y a des baies ici que je dirais qui ne me sont pas familières parce que je suis habitué avec, encore une fois, les forêts laurentiennes. Alors ici, la forêt, elle est différente pour moi. Alors je remarque les plantes, les astères, ça va, il y a de la renouée, ça va, mais il y a des plantes que j'ai déjà vues, mais que je ne connais pas. Des fruits ou des baies que je ne connais pas, dont j'ai goûté, qui ne sont pas encore à point. Probablement plus tard dans la saison, on pourra avoir l'occasion, il nous reste du jour, peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir y goûter si elles sont mûres. Il y a aussi, bon, on a eu l'occasion d'entendre le huard. Le huard est assez omniprésent. On a eu, je crois bien, aussi un coyote. Puis un drôle d'oiseau. Un très drôle d'oiseau qui fait poids poids. Que je connais pas. Que je pourrais pas vous en parler plus. Avec un drôle de son. Les lacs sont très poissonneux. Je peux dire que nous prenons notre poisson par jour. Et c'est de l'achigan. Ce qui peuple ici, je crois aussi qu'il y a du brochet. Parce que j'ai vu des restants de brochet qui a été mangé par soit le balbuzard ou l'aigle pêcheur. Là, sur le rocher, c'était évident. Là, la longueur de la colonne, là, je vous dirais des arêtes, de la tête, je savais qu'il avait capturé un brochet. Mais je n'ai pas eu cette occasion de pouvoir capturer un brochet. Et de l'achigan, ça va très très bien. Méchant lunch. Belle tête de brochet, avec une belle mâchoire allongée, multiples dents. Il en a mangé plus qu'un parce qu'on a une autre tête ici. Ici, ben, hein, on peut compter qu'il y en a savouré quelques-uns. Ça devait être assez gros. Fascinant. Ça nous dit que le royaume est sauvage, que le royaume appartient à la nature
et que les animaux, ben, ça si c'est un oiseau, vient sans repère. Ça me dit aussi que la région est poissonneuse, que dans le bassin ici, il y a une facilité pour attraper ce type de poisson. Je pensais à brochet, tenant compte que le brochet il se tient dans les herbes, il se tient plus à la zone supérieure des eaux, à l'affût. Fait que pour cet oiseau-là, le pêcher, c'est beaucoup plus facile qu'aller chercher un échigan qui se tient toujours à environ 3 mètres. Tu sais, 2 mètres, 3 mètres. Fait que, mais ça, c'est son poisson idéal ici. Puis ça, c'est son endroit pour se repaître. Autre particularité, bien, dans ce séjour, on s'habitue à nos portages, on s'habitue à, je dirais, à travailler puis à naviguer à la fois dans un terrain très accidenté. Il y a ici là, des belles plages de sable là, pour s'amarrer, débarquer des bagages, repartir. Ça existe presque pas. On est toujours dans la roche. Les portages sont dans la roche. C'est pas facile dans le sens que c'est véritablement des jeux d'équilibrisme parfois. Pour maintenir, en tout cas pour le canot, ça c'est sûr, c'est un jeu d'équilibrisme. Puis pour nos charges aussi, on doit faire très attention. Donc nous travaillons toujours à petits pas. Aujourd'hui, on profite de notre dernière journée de beau temps. On a fait économie de bois ce matin parce que le mauvais temps va commencer à partir de demain, mais vendredi, c'est la pire journée. Alors aujourd'hui, bien, on s'est installé confortablement. On a installé aussi un toit à notre foyer pour pouvoir cuisiner pour les prochains jours, donc pour les 2 prochains jours. Mais à partir de samedi, nous savons que nous allons avoir à composer avec les éléments. Ce qui veut dire la pluie, mais aussi le froid. Saveur que je cherchais. Ce que je découvre avec le canot
Canevas excède, un, c'est sa capacité à charger et sa stabilité sur l'eau. C'est un canot qui est effectivement très stable. Malgré ce qu'on dit de sa fragilité, c'est un canot qui se gouverne, moi je suis à l'avant, qui se gouverne très bien. Et lorsque je fais mes mouvements d'écart pour corriger, c'est très facile si je compare à d'autres canots que j'ai utilisés. Celui-là, il se corrige très facilement, évidemment chargé, ce qui ne nous procure aucune autre difficulté au niveau de la navigation. Malgré toute la sensibilité que requiert l'attention dont il requiert pour qu'on puisse y faire très attention et ne pas endommager sa toile, ce canot-là nous permet de bien vivre notre temps de vagabondage. Quand on n'est pas avec un canot entoilé, on porte moins attention au fait qu'on peut frotter une roche. On va frotter une roche. C'est pas que ça ne nous affecte pas ou on néglige ce fait-là. Mais on sait qu'avec le canot entoilé, on aura plus de dommages que sur une fibre. Peu importe la fibre que l'on utilise. Mais en même temps, on sait que frôler des roches, peu importe l'embarcation, ça laisse des traces. Bon, ça, on n'y échappe pas. Cependant, le canot entoilé nous porte à plus d'attention que si on était seulement avec un canot indestructible, je dirais. C'est sûr qu'on aurait des frissons pareils. Lorsqu'on a à embarquer ou débarquer d'un canot entoilé, on est encore beaucoup, même je dirais très attentif au fait de frottement, là où on le dépose, là où le canot est reçu. Ça me fait sourire parce que là où on dépose le canot, c'est la même chose lorsqu'on accueille des gens, on leur prête attention. Mais le canot entoilé, on est obligé d'y porter autant d'attention que si on accueillait quelqu'un chez nous. Et cette attention-là, elle est quotidienne, à tous les jours, où on doit porter attention à notre trajet, comme si le canot était une personne. Le canot entoilé exige de nous d'être présent. Je dirais présent d'une façon continue, surtout lorsqu'on approche des berges. Lorsque on est dans un étendu où on a beaucoup de blocs erratiques, on sait qu'à ce moment-là, le passage peut être rocheux. Et cela exige encore plus d'attention pour être sûr que les roches que nous allons effleurer, nous puissions passer sans abîmer notre canot. En fait, un canot de cèdre entoilé, ça nous oblige à rester honnête et conscient. On doit rester présent à l'environnement. Il nous oblige à voyager plus lentement dans les rochers, les hauts fonds, ou à faire plus de portage, mais ces retards sont compensés par l'incroyable navigabilité et l'efficacité de ce canot, surtout sur les grandes eaux. On habite, nous habitons. L'esprit qui s'en dégage, c'est que nous habitons le canot. L'esprit du canot est avec nous, comme nous sommes avec eux. Alors c'est une prolongation du moi. Nous nous faisons attention mutuellement, canot et nous comme passagers, pour être sûr que l'on puisse en toute sérénité bien circuler sur les plans d'eau.
la fascination que l'on a sur ce grand territoire à emprunter, parce que nous ne sommes pas les premiers vagabonds. Les sentiers traditionnels, ce sont les sentiers que nous empruntons présentement. Ces sentiers-là, encore une fois, sont là et ont été là avant nous. Alors, ce sont les Premières Nations qui les ont empruntés jadis. Et on retrouve aussi des vestiges qu'on appelle des pétroglyphes, que les Amérindiens ont laissés aussi comme traces. Alors, on a des fresques aussi en nature que des générations futures pourront contempler et que le temps détériore très peu. C'est toujours bon? Oui. On le prend-tu au centre ou je le prends à la porte? C'est beau. Tu me dis? OK. Les derniers instants.